Bonjour à tous, bonjour à tous, à toutes, bienvenue. Il est 11 heures précises, on va se laisser peut-être une minute ou deux pour permettre aux personnes qui souhaiteraient se connecter en live et leur laisser le temps de nous rejoindre. C'est le moment d'attraper un petit café pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, ou un thé ou toute autre boisson, de bien vous installer. On sera ensemble ensuite pour un petit peu plus d'une demi-heure. Voilà. On reprend d'ici 11h02 à peu près. Voilà, l'idée c'est ça. À tout de suite. Allez, on va démarrer en espérant que vous êtes bien installés, que les personnes qui sont présentes et devaient souhaiter être présentes le sont. Vous aurez la possibilité évidemment de pouvoir revoir tranquillement ce webcast, ce webinar, dès la fin de cette session. Bonjour à tous, rebonjour et bienvenue. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire intitulé « Les différents modèles d'attribution, lequel choisir ?» Donc moi je suis Nicolas Lambret, je suis solution consultant chez Adobe et j'ai le plaisir d'être accompagné de Grégoire Michel, qui est senior partner à stratégie et technologie consulting chez AWE, notre partenaire. Alors bonjour au niveau de l'agenda, bonjour Grégoire. Au niveau de l'agenda, ce matin, nous serons ensemble pour à peu près une quarantaine de minutes. L'idée, c'est que la première partie de cet échange permettra d'évoquer autour de Grégoire et de ses retours d'expérience les angles majeurs et les critères pertinents dans le cadre d'une stratégie d'attribution. Et puis, dans un deuxième temps, à mes côtés, vous assisterez à des illustrations qui sont live autour de notre solution Marketo Engage. Chose importante, surtout, vous n'hésitez pas à nous poser vos questions durant la session. Vous avez une section dédiée Q&A qui se trouve dans l'espace du webinar. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, ici, j'ai effectivement, je vois une audience. Je vais repasser, effectivement, on m'indique qu'effectivement, on ne voit pas forcément mes slides. Voilà. Je laisserai les personnes, je laisserai mes collègues en diffuser. Je reviens, donc vous voyez Grégoire, vous me voyez. L'idée en deux temps, on va accélérer. Je vais passer sur donc à la fin du webinaire, on prendra du temps pour répondre à vos questions, évidemment. Ce qui va être intéressant, c'est que, évidemment, on essaiera de se répartir ce rôle entre les retours d'expérience très concrets de Grégoire et puis des questions un peu plus de la solution me concernant. Maintenant, je vais passer sur le slide suivant. Donc le slide suivant, en fait, c'est simplement pour repositionner un petit peu Adobe, vous permettre de voir comment chez Adobe, on a une mission qui est assez simple. On a une mission qui est assez simple, mais extrêmement... depuis plus de 30 ans, on essaye de changer le monde grâce à des expériences numériques. Nous donnons à tout le monde, des artistes émergents que vous côtoyez évidemment parmi vos équipes, aux grandes marques internationales, tout ce dont elles ont besoin pour concevoir et offrir des expériences numériques qui soient le plus exceptionnelles possible. Et puis, évidemment, cette capacité, elle s'articule et cette mission autour de trois grandes innovations, trois grands clouds. Avec le Creative Cloud, nous permet aux utilisateurs de créer, car nous croyons effectivement que tout le monde a une histoire à raconter, c'est quelque chose qui nous semble fondamental. Et puis, Document Cloud. Document Cloud, historiquement, ça a été cette capacité à repenser la gestion documentaire, la gestion des process associés, de façon à numériser, éditer, collaborer, signer, partager. Et puis, c'est la dernière dimension qui nous semble fondamentale, c'est aussi cette capacité autour de l'Experience Cloud
de donner plus de pouvoir aux activités, aux business digitaux et à transformer la compétitivité des entreprises à l'ère du numérique. C'est ce cloud-là qu'on va parler finalement ce matin, notamment dans le cadre de la solution Marketo Engage. Et donc à présent, sans attendre, je passe la parole à mon cher Grégoire. Bonjour tout le monde. Et donc effectivement, je vais qui est AWE déjà pour commencer. Donc AWE, nous sommes à la fois une agence digitale et un cabinet de conseil. Je m'occupe moi de l'activité conseil et en particulier des activités autour des problématiques d'organisation, de process et de mise en place de technologies marketing et commerciales. Nous sommes un spécialiste du B2B, des ventes complexes, avec quelques clients B2C également, ventes complexes. Nous couvrons toutes les étapes de la transformation digitale du marketing et des ventes, depuis l'organisation et les process jusqu'à la création et l'exécution de campagnes, que ce soit dans le domaine historique d'AWE, du search, des réseaux sociaux, du social, mais aussi plus récemment des campagnes de marketing automation, du nurturing, des choses comme ça. Voilà, et nous faisons aussi de la mise en place de technologies marketing, des projets de mise en place de technologies marketing. Nous sommes entre autres partenaires Marketo depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, dans 3 parties, tout simplement, je réexpliquerai de quoi on parle exactement, ce qu'est un modèle d'attribution, pourquoi c'est important. Et puis ensuite, je rentrerai un peu plus dans le détail des différents types de modèles et comment on peut les mettre en œuvre et les facteurs de succès. Donc, et alors, qu'est-ce qu'un modèle d'action pour directement dans le vif du sujet? Eh bien, au départ, c'est d'abord une façon de modéliser, de structurer de la donnée. Donc, ce sont des règles qui ont pour objectif simplement de répartir du revenu entre des interactions marketing et commerciales. Donc, on va prendre du revenu, prendre éventuellement du pipe commercial et répartir ce revenu sur un ensemble d'interactions. Ça ne se restreint pas au digital, contrairement à certaines définitions. Enfin, selon la façon dont on le considère nous, ça ne se restreint pas au digital. Vous trouverez d'autres définitions qui sont plus centrées e-commerce et qui sont donc centrées très digital marketing. Donc, ça va permettre de mesurer la contribution de chacun au business. Et avec la difficulté d'ailleurs, c'est qu'il est assez facile, en utilisant mal les modèles d'attribution, de créer des oppositions entre les ventes et le marketing. Et ça, c'est un des écueils auxquels vous devrez faire attention si vous voulez commencer à mettre en place des modèles d'attribution. C'est que ça ne se tourne pas en guerre. On en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais sur qui a trouvé le business et qui finalement est celui qui apporte le business à l'entreprise. Et par extension, ça va permettre de calculer le ROI des actions marketing, parce que c'est une question évidemment que l'ensemble des marketeurs se voient poser de plus en plus. Et de plus en plus souvent, les budgets de marketing n'ont pas tendance à baisser, donc être capable d'en justifier l'utilisation est évidemment un point qui est de plus en plus important. Alors, comme chez AWE, nous nous focalisons sur ce qu'on appelle les ventes complexes, ou si je me mets du côté de l'acheteur, les achats considérés, on s'est aperçu avec le temps que les modèles d'attribution dans ces milieux-là posaient un certain nombre de complexités particulières, qui sont liées, in fine, à la longueur du cycle d'achat qui peut, selon les métiers, on a des clients chez qui les cycles d'achat sont de l'ordre de 2 ans. D'autres où ça se compte en semaines, donc c'est très très variable d'une activité à l'autre. Mais en tout état de cause, ils ont tous en commun que le nombre de points de touche est extrêmement nombreux. On parle parfois de plusieurs centaines de points de touche entre l'origine, le premier contact d'une personne chez l'entreprise acheteuse et le vendeur jusqu'à la conclusion de l'affaire. Le deuxième, c'est qu'on a un mix d'online et d'offline et un nombre de canaux de communication qui est élevé, qui n'arrête pas
d'augmenter par ailleurs. Et enfin, le nombre d'interlocuteurs est lui aussi extrêmement élevé. Hein. On considère que certains deals vont impliquer jusqu'à 20 à 30 personnes chez l'acheteur. Et donc, ça rend le calcul de l'attribution évidemment beaucoup plus compliqué que sur un achat d'e-commerce fait par une seule personne. Et ça, ce sont les contraintes particulières liées à nos métiers. Alors, pour rentrer plus dans le détail, quels sont les différents types de modèles d'acquisition? Si je passe un petit peu de temps là-dessus, on aime chez AWE les classifier en 3 grandes familles. Les modèles One Touch, où on va finalement attribuer le business à une des interactions. Alors, il y en a 3, les modèles One Touch, en règle générale. Ils ont l'avantage d'être assez faciles à mettre en œuvre avec peu de moyens techniques. On peut y arriver même avec un simple CRM dans un certain nombre de cas. Vous retrouverez le fameux First Touch qui consiste à savoir comment est-ce que l'opportunité est arrivée, par quels moyens on a identifié le prospect la toute première fois. Le Last Touch, qui est la dernière interaction avant que l'opportunité soit créée. On aime bien chez AWE ce qu'on appelle le Last Non-Direct Touch, c'est-à-dire la dernière touche avant que la personne soit rappelée par le télémarketing ou par les commerciaux. Il faut faire attention parce que, notamment, dans la plupart des CRM, quand vous convertissez votre lead en opportunité, par défaut, le fonctionnement va prendre la last touch, et souvent cette last touch va être l'opération de télémarketing, et ça va évidemment fausser complètement vos statistiques, parce que le télémarketing, évidemment, n'est pas nécessairement celui qui a trouvé le lead, puisque le lead il peut arriver du digital. Donc, il va falloir reconfigurer quand même votre CRM pour être capable d'obtenir ce genre de choses. La deuxième famille dont tout le monde rêve plus ou moins, on va en reparler plus en détail tout à l'heure, ce sont les modèles mixed-touch. Alors, cela nécessite des investissements technologiques. Il faut soit avoir un outil de marketing automation relativement sophistiqué, Nicolas vous montrera ça tout à l'heure dans Marketo, soit avoir une solution vraiment dédiée et qui est spécialisée dans les modèles d'attribution du type visible. Alors là, on va retrouver le modèle linéaire où toutes les interactions se valent, le modèle en U où on va surtout, on va pondérer très fortement la toute première et la dernière et beaucoup moins tout ce qui est entre les deux. Le time decay qui consiste en fait à pondérer ce qui est plus récent et à surpondérer ce qui est plus récent et à moins pondérer ce qui est plus ancien. Et puis les modèles custom. Alors, toute la difficulté évidemment avec ces modèles-là, c'est de trouver le bon, puisque chacun d'entre eux va vous donner des informations différentes et va mettre le focus sur les choses différentes. Et d'ailleurs, sur les modèles One Touch, la grosse difficulté des modèles One Touch, c'est qu'ils vous donnent une information qui peut être précise, mais qui est quand même assez manifestement fausse. Comme je l'indiquais par exemple sur le Last Touch tout à l'heure, mais c'est pareil pour les First Touch, puisque l'un comme l'autre néglige par exemple tout le travail de nurturing. Or, sur un cycle de vente, enfin un cycle d'achat qui a duré 2 ans, des interactions, elles ont été très nombreuses et elles ont toutes plus ou moins compté, et c'est difficile de savoir jusqu'à quel point elles ont compté. Et puis enfin, l'avenir, en tout cas selon nous, ce sont les modèles data-driven à base d'outils statistiques et de big data et également d'intelligence artificielle ou deep learning, où c'est le modèle, en fait, c'est l'algorithme qui va déterminer la pondération automatique des différentes interactions et qui va donc attribuer le chiffre d'affaires aux différentes interactions en fonction notamment d'une corrélation forte entre les interactions et les achats que seuls ce type d'algorithmes sont capables de déterminer de façon automatique. Ces modèles existent dans quelques entreprises. Chez certains de nos clients, on a déjà commencé à mettre ça en place. Ça reste relativement expérimental. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Bien évidemment, ça paraît évident. Enfin, voilà, on se dit ça va permettre de permettre les bonnes décisions, notamment en matière d'allocation des budgets marketing. Et on voit bien, si je prends un modèle Last Touch, même si je prends un Last Before Direct, je vais quand même être dans une situation dans laquelle je vais forcément surpondérer le rôle
des actions de bad funnel dans mon marketing. Et je vais avoir tendance, du coup, à faire de plus en plus d'actions de bad funnel au détriment parfois d'actions plus efficaces et plus rentables d'acquisition de haut funnel. À l'inverse, si je fais du first touch, je vais forcément surpondérer le rôle des actions de haut funnel. Et donc, on voit bien comment le bon modèle va conditionner les décisions que vous allez prendre. Le deuxième, et alors ça c'est apparu plus récemment au cours des 2 dernières années dans nos pratiques et avec le travail qu'on fait avec nos clients, c'est que clairement il y a un lien direct entre le modèle d'attribution et les changements de process. Si vous cherchez à faire évoluer vos processus, en particulier le process de gestion des leads en interne, et que le processus de lead management n'est pas adéquat, alors on rencontre des freins organisationnels vraiment importants. Les gens vont simplement ne pas adopter les nouveaux process simplement parce qu'ils vont chercher à eux rester conformes non pas au process tel qu'il est documenté, mais rester conformes à leur KPI et à ce à quoi ils sont mesurés. Le cas classique qu'on rencontre fréquemment, c'est tout le monde est mesuré sur la création d'opportunités dans le pipe, donc sur un modèle qui par définition est last touch. Ce qui est intéressant, c'est d'être celui qui a créé l'opportunité, d'être à la source de l'opportunité. Tant que vous n'avez pas changé ça, notamment on rencontre des commerciaux qui n'exploitent pas les opportunités qui viennent du marketing et qui préfèrent recréer les leurs, par exemple. Et ce que je vous raconte là n'est pas théorique, c'est des choses qu'on a rencontrées dans un certain nombre d'entreprises. Et donc, in fine, choisir les bons modèles d'attribution, les mettre en place, vont permettre un bien meilleur alignement entre le marketing et les ventes, et vont donc permettre un meilleur fonctionnement. Il y a une étude d'Aberdeen de 2016, je crois, qui expliquait que l'alignement ou le non-alignement entre le marketing et les ventes pouvait coûter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Ça peut représenter chez certains des participants aujourd'hui des sommes considérables. Alors si je me focalise un peu plus finement sur mais qu'est-ce qui fait qu'on va arriver à mettre en place des modèles d'attribution et que ça va fonctionner, le premier sujet, c'est évidemment la donnée en elle-même. Alors, il y a le stockage, il y a l'infrastructure, tout ça, la solution que vous adoptez, évidemment, c'est important, mais la collecte de la donnée est souvent extrêmement problématique. La première chose, c'est qu'on voit très fréquemment l'incohérence dans la notion même de ce que c'est qu'une interaction qui compte. Est-ce qu'un email ouvert est une interaction quand on sait que les gens qui naviguent dans les emails arrivés le matin déclenchent des signaux d'ouverture de mail alors qu'ils les ont même pas lus? D'accord. Et pourtant, chez un certain nombre d'entreprises, on voit qu'ils considèrent qu'une ouverture de mail est un succès sur une campagne. D'accord. Est-ce que c'est cohérent que d'un côté il faille avoir ouvert le mail pour être en succès, alors que de l'autre côté il faut y avoir participé au webinaire pour être considéré comme un succès, ce qui évidemment relève pas du même niveau d'engagement, sans même parler du fait, on y verra qu'il peut y avoir des erreurs accessoirement. Justement, enfin, les emails, typiquement aujourd'hui, on a parlé de gens qui naviguent dans leurs emails, mais il y a aussi tous les antivirus qui vont ouvrir les emails automatiquement pour vérifier le contenu, puisque tout ça se base sur du téléchargement d'images. Et donc, les antivirus téléchargent les images, donc provoquent des signaux d'ouverture de mail, alors que l'humain, lui, ne l'a pas ouvert. Vous avez les anti-phishing, hypocliques, enfin bref, il y a énormément d'erreurs possibles. Et puis, on voit également aussi les UTM, les paramètres d'URL qui permettent normalement aux outils d'analyse de savoir d'où vient le trafic, qui sont mal configurés, qui sont limités à la page, mal capturés, et donc qui vont donner des informations relativement fausses. Enfin, l'information est-elle vraiment complète? Pour qu'un modèle d'attribution fonctionne, il faut que
il faut que l'information soit bien complète. Alors, parmi les sujets, c'est est-ce que les interactions commerciales sont correctement capturées dans le CRM. Alors, je profite, puisque vous avez normalement un petit questionnaire qui a dû apparaître sur vos écrans, un petit sondage en ligne, comme ça. Je vous propose d'y répondre rapidement pendant que je continue. On reviendra évidemment, on vous restituera après le résultat du sondage en question. Donc, je disais donc effectivement, est-ce que l'information est véritablement complète? Est-ce qu'on a bien toutes les interactions commerciales? Est-ce que l'offline a bien été uploadé dans les systèmes? Est-ce que les contacts sont correctement rattachés aux opportunités? Alors ça, c'est un problème extrêmement sévère dans la quasi-totalité des organisations avec lesquelles on travaille. Il existe des solutions technologiques, mais qui sortent du cadre de ce webinaire, sur lequel on pourra éventuellement revenir. La slide suivante voulait bien s'afficher. L'avant-dernier facteur de succès, c'est la modélisation. Alors, parmi les choses qui sont un petit peu compliquées, la première, c'est de bien distinguer pour tout le monde le contenu du canal. Un webinaire, c'est un contenu. Le webinaire d'aujourd'hui, il a été poussé essentiellement via LinkedIn et via l'email, qui sont les deux canaux. D'accord? Mais le webinaire, lui, c'est un contenu. Un livre blanc, c'est un contenu, un e-book, c'est un contenu, LinkedIn, c'est un canal, l'email, c'est un canal, et Twitter, c'est un canal. Ça semble assez évident, tel que je le dis là, mais la façon dont la plupart des systèmes sont configurés ne reflète pas cette réalité. D'accord? Et donc, j'attire votre attention sur le fait que déjà, être capable dans la configuration des systèmes de parfaitement distinguer ce qui relève des contenus est un élément absolument essentiel de votre configuration, et on va pouvoir derrière mesurer l'action soit par canal, soit par contenu, soit essayer de comprendre ce qui marche le mieux pour pousser tel type, quels sont les canaux qui marchent le mieux pour pousser tel type de contenu, etc. Mais vous devez absolument clairement distinguer les deux. La deuxième erreur, la deuxième problématique qu'on voit dans la modélisation, c'est que le revenu doit être compté qu'une seule fois au total. Si j'ai une affaire à 100 000 euros et que j'ai eu 4 interactions et que je suis sur un modèle linéaire, chaque interaction doit avoir 25 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? J'attire votre attention notamment que, par exemple, ceux qui utiliseraient Salesforce, le Campaign Influence Report de Salesforce, qui permet de regarder et de voir un certain nombre de choses, lui compte la totalité du chiffre d'affaires pour chaque interaction. D'accord? Et donc, si j'ai eu 4 interactions, mon affaire à 100 000, elle va se retrouver comptée pour 400 000 dans le rapport. Et ça, c'est évidemment problématique, parce que ça donne des résultats qui sont complètement faussés. Et enfin, je vous engage aussi à limiter la période de temps sur laquelle vous faites porter les calculs. Et la période de temps que vous allez utiliser, elle doit être cohérente avec la longueur de votre cycle d'achat. Si j'ai un cycle d'achat de 3 semaines, je ne vais pas prendre en compte 2 ans d'interaction. À l'inverse, si j'ai 2 ans si j'ai un cycle d'achat, une réflexion chez le prospect qui dure 2 ans, évidemment, je dois prendre en compte un recul sur mes interactions qui soit suffisant. Enfin, je terminerai par le dernier sujet, qui est quels outils utiliser. Alors, on peut commencer à avoir des modèles d'instruction avec simplement un CRM. L'avantage, c'est que beaucoup d'entreprises de B2B ou même des entreprises de B2C, organisations complexes, ont une plateforme de CRM qui est en place, et on peut faire des choses en utilisant les campagnes, les marketing lists ou leurs équivalents qui vont permettre de capturer l'information et de la restituer.
Évidemment, la difficulté, c'est que c'est donne des modèles souvent simplistes. La plupart du temps, ça fonctionne sur des modèles à une seule touche, comme je le montrais tout à l'heure. Et puis, on a aussi régulièrement un problème de complétude des données. C'est pas toujours évident que toutes les interactions marketing soient bien remontées dans le CRM. Avec des outils de marketing automation, en tout cas ceux qui sont un petit peu haut de gamme, Nicolas vous montrera des choses tout à l'heure, on peut aller un peu plus loin en utilisant leurs fonctionnalités embarquées qui varient selon la solution. Ça reste relativement facile à mettre en place puisqu'on utilise des fonctionnalités qui sont built-in de la solution, mais les modèles restent encore limités. On peut avoir des modèles multitouch, mais en règle générale, on va être limité au modèle linéaire et ça va être tout. Et le reporting est souvent succinct. Pour aller plus loin et pour vraiment changer de dimension, il faut utiliser des outils dédiés, du type de Visible que Nicolas vous montrera tout à l'heure, parce que là, l'attribution est leur raison d'être. C'est le focus de l'éditeur, il fait que ça. En général, il le fait bien. C'est pas trop compliqué à mettre en œuvre non plus, mais il y a un coût de licence. Ça nécessite un projet pour le mettre en place. Évidemment, donc ça nécessite des budgets et du temps de votre côté. Et puis il y a aussi évidemment toute une dimension prise en main, acculturation, apprendre à l'utiliser. On peut souvent dans ces outils-là faire des modèles custom, mais se posent à ce moment-là des questions de quel est le bon modèle par rapport à mon business, etc. Et puis la solution ultime, c'est la Customer Data Platform, qui fait beaucoup de choses, dont des modèles d'attribution, mais pas que. Ça sert à faire du scoring, ça sert à faire du calcul de segments, ça sert à faire plein de choses. Ce sont des solutions qui sont polyvalentes, donc c'est des investissements qui vont vous permettre d'avoir ensuite des scénarios d'usage qui sont très multiples et variés, donc avec des retours sur investissement qui sont relativement importants. Les données sont souvent très complètes puisqu'on va être capable de les interconnecter à plein de sources. La difficulté, c'est que l'offre sur le marché reste encore limitée, que ce sont des projets qui sont relativement early adopters encore. On a quelques clients qui en sont là, mais pour l'instant, voilà, ça reste encore, on va dire, relativement avancé. Je passe la parole à Nicolas. Je vais terminer sur cette slide. Nicolas, c'est à toi. Merci Grégoire. Je suis en partage d'écran et normalement vous voyez bien mon écran. On va poursuivre en fait de manière graduelle. Ce que vient d'exprimer Grégoire, vous avez vu qu'il y a différentes possibilités. Vous pouvez faire des choses simples, des choses très autonomes, des choses beaucoup plus sophistiquées, avec des modèles qui vont finalement faire vivre votre ressenti. Et on voit bien qu'on est sur autre chose qui dépasse de très très loin le fait d'avoir cliqué dans un email, d'avoir réagi à une campagne uniquement au dernier moment. Et en fait, c'est ce qu'on va illustrer ce matin dans le cadre de la démonstration et des petites bulles d'illustration que je vais vous faire autour de Marketo Engage, et ça de manière graduelle. Parce que finalement, alors j'ai essayé de penser aux ingrédients dont on aurait besoin du côté du marketing pour pouvoir justement déterminer le ROI. On va parler de programme, on va parler d'initiative, on va parler de campagne. Ce qui va être super intéressant, c'est qu'il y a 3 dimensions à garder finalement de manière continue pour pouvoir avoir un perçu qui soit un vrai perçu complet. La première des choses, c'est l'appartenance à la campagne, au programme thématique. L'idée, c'est de dire, bah voilà, cette personne, je peux l'associer. Et on verra comment. La capacité ensuite à définir l'entrée et l'origine de cette acquisition, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va venir lors d'un événement, mais c'est quelque chose qui va devoir être saisi. Et puis aussi, il y a quelque chose de très important, sont les critères de succès qu'il va falloir définir. Et ces critères de succès, on le voit bien, ce sont des éléments qui seront multiples. Et on parle bien de multitouch, on parle d'approches qui sont extrêmement diverses. Diversité des canaux, diversité des moments, et il faut garder finalement ce fil continu. Et si je continue la métaphore du fil, ce qui est intéressant, et on tire finalement cette logique, ce qui va être intéressant, c'est que entre le marketing et les ventes, on a la chance de partager un matériau commun qui est le lead. Et le lead, c'est ce qui va nous permettre en permanence de faire en sorte que les canaux, les contacts, les moments, les motifs soient associés au coût, aux impacts qui ont pu être quantifiés, mesurés sur les différents modèles d'attribution que vous allez définir et sur les différents angles. Et donc, je vais prendre le premier exemple on va commencer par des super simples, super granulaires, et puis ensuite on va prendre un peu de hauteur et je vous montrerai comment on peut mêler les différentes approches. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple au niveau d'une opportunité, j'ai envie de voir comment
mon marketing a influencé une opportunité en spécifique, en particulier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant du côté de Marketo et je viens dans mon espace de travail de Marketo, dans mon espace d'analytique, et je vais aller sur un petit tableau de bord qui s'appelle l'influence des opportunités. Et donc, cette analyse de l'influence des opportunités, vous voyez qu'en fait, ici, j'ai une courbe qui me donne dans le temps des interactions cumulées en nombre, en somme, avec mes prospects, avec mes contacts, et puis sur une timeline. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que ici, j'ai la capacité de venir directement chercher à l'opportunité presse qui est en train de se passer. Voir évidemment que j'ai ce lien permanent avec l'entreprise et donc avec le CRM, avec toute la logique qui va être portée d'un bout à l'autre. J'attire votre attention sur quelque chose qui est déjà très intéressant. Grégoire vous a parlé de cette capacité à capter très en amont. Regardez la zone qui est verte ici. Techniquement, pratiquement, c'est ce moment-là qui correspond à la vie de l'opportunité, au moment de sa création et au moment de sa clôture. On voit qu'il y a des choses avant. On voit que finalement les choses vont continuer aussi dans le temps, notamment sur de l'influence, sur de l'upsell, sur du cross-sell. Ce qui va être super intéressant, c'est que tous ces petits flags-là que vous voyez, c'est les critères de succès qui vont permettre de définir ce multi-touch. Et si je zoome ici, par exemple, je vois qu'il y a une bulle très pertinente, je vois qu'effectivement, il y a eu des interactions particulières. Et je vois qu'effectivement, il y a tout un historique que je suis capable de tracer par rapport à ce qui se passe. Maintenant, c'est très bien, c'est très pratique, mais si je veux maintenant faire un focus et identifier qui sont potentiellement les influenceurs, au-delà même des gens qui, dans mon CRM, ont un rôle flagué sur l'opportunité, je peux faire des ponts vers d'autres personnes qui ont eu des interactions et que j'ai pu faire entrer dans mes statistiques. Et donc là, par exemple, si je vois que You a eu une influence particulière, il est plutôt très bien classé, eh bien, je vais déflaguer Karil et puis faire un focus sur You. Et je vois qu'effectivement, j'ai en capacité très très rapidement de faire les zooms sur l'opportunité, les influenceurs, les gens qui sont très déclarés, très immédiats, et en même temps les gens qui sont un peu plus finalement dans une masse que j'adresse, mais une masse qui a une pertinence tout aussi similaire. Et donc ça, c'est au niveau peut-être d'une opportunité. Donc c'est très intéressant, c'est très cool. Maintenant, si je reviens sur un autre angle, dans le cadre par exemple de mes campagnes, au niveau maintenant de mes programmes, de mes thématiques marketing que j'adresse, ça peut être un autre angle d'analyse, de mes canaux. Et donc je vais revenir dans Marketo, et je vais aller dans un autre tableau de bord qui s'appelle l'analyse des programmes. Et donc, cette analyse des programmes, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle me représente les choses sous forme de bulles. Donc là, effectivement, ici, je vais voir les différents canaux que j'adresse, etc. Je vais pouvoir swapper et puis me dire, finalement, je remène ça finalement aux thématiques et à mes campagnes. Et donc, je représente les choses différemment. Mais je vais pouvoir effectivement avoir des valeurs cumulées sur du pipeline et des coûts. Parce que je vais pouvoir avoir des coûts qui soient associés, déclarés dans ma plateforme marketing. Ça, c'est très intéressant. Je vais pouvoir jouer avec des dimensions. Si je reviens maintenant sur la gestion plutôt du canal, et j'ai envie de me faire un focus parce que je vois qu'il y a des choses qui se distinguent très fortement sur le trade show, sur la pub, sur du contenu, sur du blog, sur du webinar. Je vais plutôt m'intéresser, plutôt que du first touch FT ici, m'intéresser potentiellement au pipeline créé, mais en multi-touch. Parce que finalement, c'est bien de voir que le first touch est entré par un événement sur du trade show, ici. Mais potentiellement, je peux regarder sur du pipeline créé en multi-touch, je m'aperçois qu'en fait, le pipeline le plus influencé passe plutôt par du webinar, quand je le ramène finalement sur l'intégralité du parcours. Et puis si maintenant je fais encore un peu plus un focus et voir quelle est la valeur, non pas sur les membres que j'embarque dans mes parcours, mais sur potentiellement le revenu que j'attends, là encore en multi-touch, je vois que le webinar se distingue encore très nettement du présentiel. C'est juste une illustration, c'est une capacité à ramener finalement sous un autre angle d'analyse ce lien commun qu'on va avoir au travers de ce lead qui va vivre entre mon système marketing, ma plateforme, mon Marketo, et puis de l'autre côté, mon écosystème de vente et notamment mon CRM. Donc ça, c'est mon deuxième angle. Donc effectivement, ok, maintenant si je le ramène dans mon cycle client, ça va être intéressant aussi, c'est de se dire comment je suis capable de suivre la vie de mes populations et de voir la conversion associée et potentiellement les logiques d'attribution dans un contexte où je veux le ramener au cycle que j'ai modélisé, au cycle d'engagement client que j'ai modélisé dans Marketo. Et là, je suis dans un autre type de rapport où je vais avoir les différentes étapes de mon parcours, connu, engagé, je passe en lead, en lead marketing, puis en sales lead, et puis potentiellement en opportunité. Ce qui va être intéressant, que je vois les groupes de population à chaque stade. Je vois qui se trouve dans le flow, je vois potentiellement combien de personnes en sortent, et je vais pouvoir identifier les pics. Je vais pouvoir aussi potentiellement comparer avec des périodes précédentes. Et puis voir si à un moment donné, je vois qu'il y a un vrai goulet d'étranglement entre potentiellement le stade du sales lead et l'opportunité, je vois qu'ici, j'ai que 8% de conversion.
ben, je vois que potentiellement, il y a peut-être une mécanique de bascule, soit de qualif qui n'est pas suffisamment précise, soit de qualif qui est peut-être trop nombreuse et les sales n'arrivent pas à potentiellement suivre et à créer potentiellement des opportunités par du rappel, etc. Donc je vais pouvoir en permanence, cette fois-ci, avoir un autre angle qui est plutôt ramené, cette fois-ci, à mon cycle d'engagement client. Et puis, bah, finalement, vous voyez qu'on a commencé à jouer avec différents angles d'analyse. Maintenant, si je veux un pilotage qui soit global, ça va être intéressant aussi. C'est de me dire, bah, maintenant, je pars de la vue la plus macro possible et c'est moi qui vais faire mes zooms entre mon single touch, mon multi-touch, la capacité à jouer avec mes différents angles marketing, et puis ensuite à venir faire mes analyses spécifiques sur des thématiques, sur des groupes de comptes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, maintenant, je vais dans un autre type de rapport qui s'appelle Performance Insights, et je vais retrouver dans mon tableau de bord, là encore, la mise en corrélation entre ce qui se passe du côté du marketing et ce qui se passe de mes ventes. Donc je retrouve évidemment mes canaux, je retrouve évidemment mes programmes, je retrouve mes statistiques qui sont matchées en permanence par la métrique commune, enfin en tout cas le lien commun du lead. Regardez ici, je vais pouvoir jouer sur les time frames, je vais pouvoir jouer surtout sur le pipeline que je génère. Et ce pipeline que je génère, il se nourrit de la data CRM, évidemment. Et donc, si je suis sur un modèle First Touch, je vois qu'effectivement, il y a certains types de campagnes qui se distinguent. Si je bascule potentiellement sur du multi-touch, sur potentiellement du pipeline créé, eh bien, je vais avoir d'autres types de visibilité. Et je vais pouvoir analyser de manière encore un peu plus précise. Et donc, effectivement, je vois que là, il y a un canal qui se distingue particulièrement, c'est le canal du site web, et je vais pouvoir faire les zooms spécifiques sur mon site web. Et je vais avoir là encore une analyse qui s'ajuste à la volée, directement matchée depuis mes tables du CRM. Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est de maintenant mettre ça dans un angle métier. Comprendre l'attribution, mais au regard de critères qui sont des critères business. Donc, mes listes de comptes dans une logique d'account-based experience. Et des comptes spécifiques. Voir qui sont mes comptes tactiques et comment ils interagissent au regard de ces critères d'attribution. Et puis potentiellement, spécifiquement sur des attributs custom, sur des thématiques d'audience, de produits. Je vais finalement pouvoir mobiliser toute la data que je déclare dans Marketo ou que je collecte via Marketo ou que je collecte par mon écosystème, de façon à pouvoir ensuite partir du niveau le plus macro pour ensuite zoomer et définir peut-être même des tendances qui vont se distinguer. C'est finalement l'angle, le quatrième qu'on a vu. Et si vous vous rappelez bien, tout à l'heure dans le schéma de Grégoire, on avait une capacité à aller plus loin, qui était finalement d'avoir un module dédié d'attribution. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire avec Marketo, et avec son module dédié qui s'appelle Visible, qui va vous permettre d'aller encore un cran plus loin, parce que là, on a travaillé avec des modèles qui étaient prédéfinis, modèle simple, modèle multitouch, mais évidemment linéaire. La capacité ici, c'est de se dire, je vais aussi pouvoir travailler avec des modèles qui sont plus avancés, et en plus qui peuvent être custom, avec des pondérations que je vais définir moi, pour le bénéfice de mon entreprise. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais passer dans Visible, et je vois finalement que je peux aller beaucoup plus loin en termes d'ampleur de data collectée, de finesse et de granularité dans mes analyses, de capacité à avoir ici, par exemple, des tableaux de bord très macro, plutôt sur des thématiques, plutôt sur des rôles, plutôt sur des aspects très spécifiques de mon engagement. Et c'est ce qu'on va faire. Par exemple, si je me fais un focus particulier sur mes comptes focus, ben, je vais pouvoir avoir une visibilité vraiment très particulière sur mes comptes les plus tactiques. Ce qui est vrai ici sur des comptes un peu focus, dans une logique ABM, sera vrai de manière plus globale en B2B avec Marketo. Et puis, alors il faut juste que le petit tableau de bord se rafraîchisse, que tout ce que je vous montre est effectivement live, et j'en serais ravi que ça puisse, voilà, vous le voyez, donc c'est super. Vous voyez toute cette diversité de touchpoints que je vais pouvoir mobiliser. Et puis là encore, si j'ai envie de l'analyser sous l'angle des dépenses marketing en particulier, et là encore, je vais avoir la capacité de le mobiliser et de le voir à la volée avec une quantité de data qui va bien au-delà de ce que mes actions marketing un peu plus directes, un peu plus immédiates auraient pu déceler avec des modèles prédéfinis. Et là, je vais jouer finalement avec des modèles qui sont plus sophistiqués. Ça peut être en W, ça peut être en U, vous avez commencé à le voir avec les éléments illustrés par Grégoire. Et puis, ça peut être, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir travailler avec des modèles qui soient custom. Et donc, vous allez définir les pondérations par rapport au point de contact et par rapport au moment et par rapport potentiellement aussi aux thématiques. Donc, c'est voilà les différents angles que je voulais vous partager qui vous montrent qu'avec la combinaison de ce que le marketing automation peut vous apporter en matière de lead management, en B2B, voire même en ABM, le relier dans des logiques d'attribution qui peuvent être au départ très spécifiques à une opportunité,
positionner sous des angles de canaux, sous des angles de programmes d'engagement marketing, et puis potentiellement l'éclairer aussi sous un angle un peu plus de pilotage global dans lequel je fais mes focus. Et puis encore, si je veux aller plus loin, travailler avec des modèles dédiés, des modèles qui sont les vôtres. C'est ça aussi qui doit vous permettre de créer une trajectoire autour de ce sujet avec Marketo pour pouvoir vous permettre finalement de déterminer quelles sont les activités qui influencent très particulièrement vos deals, quelles sont les offres qui sont les plus à même de stimuler votre industrie, votre économie, et puis potentiellement aussi, s'il y a des contacts à analyser plus particulièrement, je pense par exemple au goulot d'étranglement qu'on avait déterminé entre certaines étapes du parcours, ça c'est des éléments qu'il faut comprendre parce que ça veut dire que derrière il y a une logique métier. Il y a une logique métier qui fait que les équipes n'absorbent pas, ou alors potentiellement mes critères de score ne sont pas bons. Et donc il faut que je les révise. Et donc voilà, c'est cette capacité à monter en puissance qu'on voulait illustrer ce matin dans ce contexte et de vous permettre effectivement de le relier au cycle de vie client parce que c'est vraiment le motto clair de Marketo et en même temps d'aller progressivement en pas à pas sur des logiques d'attribution qui peuvent être de plus en plus sophistiquées. On va avoir un temps maintenant pour des questions. Je sais que Grégoire et Bérangère ont commencé à travailler à la compilation de vos questions. Oui. Donc maintenant, ce que je vous propose qu'on passe à cette section. Bonjour à tous. Donc moi je suis Bérangère, je m'occupe du marketing pour l'Europe du Sud, notamment sur l'offre Marketo. Alors on a eu quelques questions qui ont été posées pendant le webinaire. N'hésitez pas à continuer à les poser. On a encore 5 minutes devant nous pour y répondre. Donc la première, elle est plutôt pour Grégoire. Sur quels critères choisir le modèle d'attribution en dehors des capacités de mise en place de l'outil? Alors, effectivement, la première des choses, c'est ce que vous avez sous la main en matière de capacité à faire. Mais au-delà de ça, je dirais que le critère essentiel, c'est la longueur de votre cycle de vente. D'achat, pardon, excusez-moi. Et je parle bien du cycle d'achat, c'est-à-dire combien de temps met vos prospects entre la détection de son problème et le moment où il signe un bon de commande. Si vous êtes sur des cycles très très courts, des modèles simples du type One Touch peuvent être suffisants. Je vous conseille à ce moment-là, et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir autre chose que un modèle First Touch et un modèle Last Touch, de toujours les regarder ensemble. D'accord. Et puis si, au contraire, vous avez un cycle de vente qui est très très long, là, il va falloir absolument envisager de passer à des modèles plus sophistiqués si vous voulez avoir une représentation réaliste de ce qui se passe. On a encore un cas d'espèce très récent chez un client chez qui on met en place une Customer Data Platform et des modèles d'attribution basés sur cette CDP qui démontrent que, par exemple, dès qu'on commence à regarder les données un peu dans le détail, le canal email qui est utilisé pour le nurturing a un poids prépondérant en matière de corrélation avec les ventes par rapport aux autres canaux. Or, ce canal email, si on regarde en First Touch ou en Last Touch, on le voit pas, ou quasiment pas. D'accord. Le First Touch, forcément, c'est de l'acquisition, et que l'acquisition, par définition, ce sont des canaux qui sont pour des gens qu'on connaît pas, donc on n'a pas leur adresse mail. Et le Last Touch, parce qu'en règle générale, le Last Touch, ça se fait en magasin. Alors, il se trouve que c'est un client qui travaille en brick and mortar, et ça se fait en règle générale en magasin. Et donc du coup, on s'est rendu compte justement, en commençant à exploiter les données, que le canal intermédiaire était tout à fait essentiel. Le milieu du funnel, hein, en fait, donc pour le nurturing. Et ça ne se voit que quand on commence à utiliser des modèles multitouch. Alors, merci Grégoire. Il y avait une autre question sur Marketo. Sur toutes les campagnes, puis-je attribuer le crédit de telle ou telle vente? Donc ça, c'est plutôt pour Nicolas. Je pense que c'est dans l'outil Marketo, au niveau de l'attribution des opportunités. Absolument. On a un lien constant. C'est un élément qui est très important. On l'a finalement inclus de manière implicite, mais la connexion entre Marketo et votre contexte de vente, notamment du CRM, c'est quelque chose qui va être vraiment une clé et qui est vraiment une des valeurs fortes de Marketo. Ce qui veut dire que derrière, ce qui se passe en termes d'opportunités, on va pouvoir le garder en suivi, on va pouvoir
voir les évolutions, utiliser ça notamment dans des critères de ciblage, de personnalisation et d'évolution dans les parcours, et donc aussi en termes de reporting et de mécanique d'attribution, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci Nico. Alors après, il y avait une autre question. Bonjour, au niveau des suivis des dépenses budgétaires, par quel biais traquez-vous cela? Donc ça, c'est plus pour toi, Nico, c'est au niveau du setup des programmes dans Marketo, lorsqu'on met le budget associé. On va déclarer, en fait, on a la capacité dans Marketo de déclarer les structures de coûts et les différents par canal sur les thématiques, de façon à ce que, évidemment, les volumes qu'on aura générés soient matchés avec ces coûts qui avaient été déclarés dans la solution. Exactement. Donc, on est capable de mesurer le coût par lead en fonction du budget qu'on a dépensé. Typiquement, pour un webinar qui coûte 5 000 €, on va pouvoir calculer le coût par lead et le coût par opportunité créée, le coût par nouveau nom. Si on va un cran plus loin, Visible avec Salesforce, par exemple, Visible est capable d'utiliser les coûts des campagnes Salesforce comme information pour les aspects budgétaires. Alors, au niveau des suivis, ça c'est la même question. Visible est-il accessible dans la licence Marketo ou est-ce que c'est un add-on? Alors, c'est un module complémentaire qui fait l'objet de licences qui sont particulières, qui doivent être évaluées avec vos contacts actuels chez Marketo, parce qu'il y a eu des discussions et des évolutions sur la partie licence et bundle. Donc, on vous encourage à revenir vers vos interlocuteurs Marketo commerciaux, de façon à ce que vous puissiez savoir si oui ou non vous avez accès et si, le cas échéant, vous devez souscrire à une licence particulière. Et c'est un module qui se connecte à l'écosystème de manière très diverse et qui a cette capacité aussi à travailler en standalone. Donc c'est un élément qui est important aussi. Visible peut aussi travailler dans des contextes où potentiellement le marketing automation et le B2B et le lead management seraient servis par d'autres technologies. Oui, c'est un point important. Ça peut se supporter tout seul. Performance Insight fait-il partie de la Customer Data Platform AWE? Non, c'est un des éléments de cœur Marketo que vous avez vu tout à l'heure et donc qui ne fait pas partie du quatrième point qu'évoquait Grégoire, qui était la CDP. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, en maturité un peu antérieure, mais qui effectivement est distinct de l'offre d'AWE. Alors, on l'a peut-être, je ne sais pas si on l'a précisé, c'est un bon point que Grégoire soulève, que Visible peut s'utiliser tout seul, en fait. Oui. Nicolas l'a dit ça, mais Performance Insight, c'est vraiment un module de reporting de Marketo. Simplement, ça dépend du niveau de licence de Marketo que vous avez, pour ceux qui ont Marketo. Alors ensuite, il y avait plus une question pour Grégoire. À partir de quelle taille d'entreprise, chiffre d'affaires, nombre de clients, nombre d'employés par exemple, l'utilisation de Marketo devient-elle pertinente? Alors, c'est pas forcément le critère de la taille de l'entreprise n'est pas forcément le premier critère que j'utiliserais. J'utiliserais plutôt des critères du type de la maturité du marketing et de la volumétrie des actions marketing et de la complexité de l'organisation. Si vous faites beaucoup de campagnes diversifiées avec des besoins en productivité dans une entreprise pour qui le marketing est une chose un peu importante, quelle que soit sa taille, on a des clients assez petits de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et des clients du CAC 40 qui utilisent Marketo. Donc à toutes les échelles, ça peut se justifier. Voilà, le critère de la taille n'est pas forcément le plus pertinent là-dessus. Ensuite, il y avait une autre question, je pense que pour vous deux. Le modèle semble identifier les points de contact avec un impact positif. Est-ce qu'on peut aussi détecter les points de contact qui ont un impact négatif, les repoussoirs? Oui, Marketo a la capacité de scorer positivement et négativement. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir aussi évaluer, et on l'a vu notamment dans la partie du cycle, l'évolution du cycle client. On voyait les groupes de population. Ces goulets d'étranglement-là, on va pouvoir aussi les relier à des scores qui soient aussi des scores négatifs. Donc on a cette capacité ensuite à venir aussi créer des tableaux de bord qui soient des tableaux de bord particuliers et qui vous sembleront intéressants à ce niveau. Après, si vraiment on veut aller plus loin, effectivement, si on veut aller plus loin là-dessus, c'est les modèles qui font de la corrélation statistique entre
Entre les interactions et le business qui sont les plus efficaces là-dessus, parce qu'il y a les points de contact qui ont un impact négatif, mais il y a aussi ceux qui ont juste pas de corrélation, c'est-à-dire qui n'ont aucun effet, que tout le monde consomme, les gens qui achètent comme les gens qui n'achètent pas. Et ceux-là sont assez difficiles à détecter sans des outils statistiques avancés. Alors, il y a beaucoup de questions du coup qui sont arrivées, c'est bien. Afin de démarrer un programme d'attribution multitouch, pensez-vous que ce que Marketo peut proposer suffise? J'ai envie de vous répondre oui. Ouais, alors je prends la réponse, ça sera forcément graduelle, mais je vais m'aligner sur ce qu'a exprimé Grégoire tout au long de ce webinaire. Vous avez vu qu'il y a 4 grandes phases de maturité sur les logiques d'attribution. J'ai envie de dire que sur des logiques de moyenne, ou en tout cas de niveau intéressant, suffisamment sophistiqué, sur du linéaire, à partir du moment où vous voulez rester sur des choses standards, Marketo va vous permettre déjà d'en packager pas mal. Si vous voulez sur des choses plus sophistiquées, vous avez ce module qui est avancé, Visible, qui permet d'aller encore plus loin. Donc j'ai envie de dire, avec oui, la logique Marketo, vous avez cette capacité à se servir du multitouch avec ce que Marketo vous propose déjà. Après, vous pouvez aller encore plus loin et techniquement, potentiellement, travailler sur des logiques auto-apprenantes, data-driven, notamment la CDP dont parlait Grégoire. Je compléterai simplement en disant que en fait, c'est un très bon outil pour commencer à sensibiliser en interne les équipes commerciales, les directions générales, à la nécessité de regarder l'attribution marketing de façon un peu plus sophistiquée que sur du first ou du last touch. Et après, une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dedans, on est un peu emmené, c'est-à-dire qu'on va vraiment on va vite se rendre compte que les modèles linéaires ont un certain nombre de limites également, quoi. Ok. Alors après, il y avait une autre question. Est-ce que l'attribution dans Marketo est un module séparé de l'outil Marketo de création de campagne? Oui. Est-ce que le module d'attribution est séparé? C'est au cœur de Marketo. Après, au petit astérisque, l'addition commerciale, notamment sur les licences sur Performance Insights, savoir si vous y avez accès ou pas, qui est ce tableau de bord que j'avais montré tout à l'heure. Donc revenez vers vos interlocuteurs, mais d'un point de vue fonctionnel et technique, c'est le cœur de Marketo. Donc là, on est bien sur le socle Marketo. Ensuite, est-ce que toutes les campagnes remontent dans Performance Insights? Absolument. On a cette capacité. À partir du moment où on va avoir des programmes qu'on peut créer aussi nombreux qu'on le souhaite, sur des thématiques, sur des angles, sur des business units. L'avantage de Performance Insights, c'est qu'il va se nourrir de ce que vous mettez en place. Et ensuite, vous pouvez vous faire les zooms par rapport aux filtres que j'ai présentés tout à l'heure. Donc ça peut être des filtres orientés compte, des filtres orientés sur des individus, sur des tags, sur des canaux, sur des périodes de temps. C'est ça la force, c'est qu'en fait ça prend la globalité et ensuite vous zoomez. Ok. Il y a une question qui est intéressante. Est-ce que vous recommandez l'exercice de l'attribution également aux entreprises de taille moyenne? Autrement dit, le temps et le budget pour mettre cette approche en place peut-il se rentabiliser? Peut-être peut-il être rentable? Et comment? Alors, la réponse est oui. Je vous renverrai à ce dicton qui a quelques années maintenant qui disait que je sais que 50% de mon budget marketing est mal utilisé, mais je ne sais pas quel 50%. Et la rentabilité, elle est dans la capacité à optimiser les budgets marketing. Faites le calcul simplement, prenez votre budget marketing, dites-vous qu'il y en a probablement quand même facilement 20% à 25% qu'on peut optimiser à assez court terme, moins d'un an, à condition d'avoir les bonnes métriques et la bonne capacité à décider, et ça vous donnera un peu l'idée de ce que vous pourriez économiser avec un bon modèle d'attribution. Donc ça ne concerne pas que les grandes entreprises, hein. On a des comptes, des ETI, des entreprises de on va dire de 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires qui investissent sur des modèles d'attribution relativement sophistiqués. Alors, il y a une autre. Après, on va peut-être s'arrêter parce qu'il y en a beaucoup quand même. Est-ce que les rapports de Performance Insights apportent les mêmes données que celles de Salesforce? En l'occurrence, Manuela utilise les deux. Grégoire, je prends la main. Oui. Performance Insights va se nourrir de la donnée que vous synchronisez avec Marketo. Salesforce et Marketo ont un connecteur qui est natif.
qui vient justement alimenter des tables équivalentes de son côté. À partir du moment où vous choisissez de récupérer la data et la data que vous allez choisir d'envoyer vers Marketo, on va pouvoir l'utiliser dans Performance Insight. Là-dessus, on n'aura pas de restriction. Pour être plus précis, ouais. Performance Insight, il utilise en fait les informations liées aux membres de programme et aux étapes de succès dans les programmes Marketo, en lien avec les opportunités, le chiffre d'affaires qui est lui est dans les opportunités et qui elles doivent revenir et être synchronisées avec Salesforce. Du CRM, exactement. Et ça fonctionne aussi avec d'autres CRM. Je pense notamment à Dynamics. Bon, on est à peu près bon. Il y avait une dernière question sur HubSpot. Tu veux la prendre, Grégoire? Alors, la réponse est de façon extrêmement... Sur les modèles. Est-ce que HubSpot permet de gérer les modèles d'attribution? Oui, je vais la poser. Est-ce que HubSpot permet de gérer les modèles d'attribution qui sont disponibles dans Marketo? Ça vient pas de nous, hein, la question. Ouais. Alors la réponse est de façon très parcellaire. Il n'y a pas de mystère, malheureusement. La sophistication des outils de marketing automation va de pair avec leur capacité à offrir ce type de fonctionnalité. Voilà, c'est pas. Et j'ajouterais, pour finir, parce qu'il y a eu d'autres questions autour de ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les caméras et que vous n'avez pas vu les présentateurs? Eh bien, tout simplement parce que les coupes de cheveux commencent vraiment à ressembler à n'importe quoi et qu'on s'est dit qu'après un mois de confinement, c'était pas forcément une bonne idée. Voilà. La prochaine fois, on fera en pyjama. Ouais, au-delà de ça, il y avait aussi un souci d'être le moins consommateur de bande passante, et vous aurez probablement observé par certains moments des lags entre ce qu'on a pu dire et ce que vous avez vu à l'écran. L'essentiel, c'était aussi de vous permettre d'avoir des illustrations. On espère que ça a été permis ce matin, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas surconsommer, notamment via la caméra. Ouais, surtout Nicolas, comme il faisait un partage d'écran, c'était compliqué. Il y a eu aussi des questions sur est-ce que vous allez recevoir les présentations, le recording on demand? Oui, évidemment, vous allez recevoir un email avec le lien pour re-regarder le webinar ainsi que les slides. Et les coordonnées des deux speakers d'aujourd'hui que je remercie grandement. Merci Nicolas, merci Grégoire. C'était super. Je pense qu'on peut clore le webinar. Merci le plus important, c'était un plaisir. Prenez soin de vous, vous recevrez les informations et puis on se revoit bientôt, soit en ligne, soit physiquement. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.